Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence qui portera sur les clés d'une démarche Lean réussie. Donc, je m'appelle Laura Balp, je suis chef de projet marketing au sein d'XL et aujourd'hui j'animerai, surtout Jean-Christophe Brouette animera cette webconférence. Donc je lui laisserai la parole dans quelques minutes afin qu'il se présente et qu'il vous parle du sujet du jour. Je vais vous présenter brièvement également l'entreprise. Donc XL Group, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans les démarches d'amélioration des performances. Donc nous formons en ligne et en ligne Six Sigma. Aujourd'hui, on parlera particulièrement des démarches Lean. Et donc nous sommes installés à Grenoble, avons des lieux de formation partout en France et avons une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je laisse la parole à Jean-Christophe et on se retrouve en fin de session pour les questions. À tout à l'heure. Merci Laura et bonjour à tous. Donc Jean-Christophe Brouette, je travaille au sein du groupe XL depuis une quinzaine d'années et j'accompagne depuis une vingtaine d'années des entreprises de différents secteurs d'activité dans leur démarche de transformation Lean opérationnelle. Voilà, donc je vais vous présenter le programme, le déroulé assez rapidement de cette conférence et en tout cas je vous remercie d'être aussi nombreux et présents à cette conférence. Donc on va démarrer par les enjeux du sein des entreprises et en quoi est-ce que la démarche de transformation Lean pourrait répondre à ces enjeux. On passera ensuite sur le pilotage et l'approche stratégique du déploiement. On verra les différentes étapes de déploiement et les acteurs clés. On parlera des différentes dimensions que peut prendre le Lean dans l'entreprise. Et au travers de quelques exemples, on conclura cette webconférence sur les enseignements et donc les conditions de réussite pour que la transformation Lean soit un succès dans vos entreprises. Voilà, on abordera les questions-réponses à la fin de cette webconférence. Alors, on va démarrer par les enjeux au sein de vos entreprises. Qui sont, alors assez curieusement, mais finalement ce n'est pas étonnant, relativement les mêmes, quel que soit le secteur d'activité. Nous avons des enjeux de compétitivité qui sont clairement marqués. Donc être compétitif, ça veut dire qu'il faut être présent sur des marchés concurrentiels, il faut tenir sur ces marchés concurrentiels, il faut faire preuve d'innovation régulièrement, il faut être capable de porter des services additionnels, des services différenciateurs pour vos clients. Et puis effectivement, il faut être positionné aussi en termes de prix de façon assez compétitive. Et du coup, ça implique que pour tenir cette compétitivité, il faut aussi être performant par rapport à des indicateurs clés de l'entreprise. Ça peut être des taux de service, ça peut être la rentabilité, ça peut être la productivité, ça peut être les délais, effectivement, la qualité produit, mais être capable aussi d'apporter de la valeur au de la satisfaction client et comprendre ce qu'est la notion de valeur ajoutée. Qu'est-ce qui va faire que le client va accepter d'acheter à ce prix-là? C'est toute la question par rapport à la valeur ajoutée attendue. On verra que sur les démarches de transformation en ligne, c'est une notion extrêmement importante. Autre enjeu, c'est d'être capable de se remettre en question, d'être agile, de transformer son fonctionnement et de penser différemment ses flux, sa chaîne de production, mais également l'ensemble des activités et des flux dans l'entreprise, que ce soit des flux informatiques, des flux d'achat, des flux RH, etc., pour qu'on soit capable de répondre justement aux enjeux précédents. Alors évidemment, il y a des enjeux d'optimisation financière également. Donc là, si on parle de marge, de rentabilité directe, voilà, et d'être capable de dégager à la fin d'année les marges souhaitées. Et je dirais un des enjeux principaux, mais qui est très contributif au précédent, c'est la capacité à développer les hommes, la capacité à créer les conditions d'une qualité de vie au travail pour que les compétences, les énergies humaines se mettent au service des performances et de la compétitivité attendue. On verra que dans les démarches de transformation en ligne, la démarche passe par l'implication, la mobilisation des équipes, ou ne passe pas. C'est-à-dire si on n'a pas une implication forte des équipes, la démarche de transformation en ligne ne fonctionnera pas.
Voilà, donc quelques enjeux clés au sein des entreprises. Alors, tout l'intérêt, c'est que l'ensemble de l'entreprise, mais on va commencer par le comité de direction, s'aligne sur les enjeux. Qu'est-ce qui est important dans les 3 années à venir de réussir, ce sur quoi il faut qu'on soit présent, ce sur quoi il faut qu'on s'améliore. Alors, du coup, la question qui va être posée par rapport à ça, c'est la démarche de transformation en ligne. Qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce que cette démarche peut contribuer à l'atteinte de ces enjeux? Alors, démarche de transformation, Lean, alors déjà il y a le terme de transformation, c'est capable aussi de se remettre en question dans ses modes de fonctionnement, de s'adapter, de gagner en agilité. Voilà, donc on a l'habitude de dire que le Lean, c'est une démarche qui apporte de la valeur à l'entreprise, de la valeur ajoutée pour les clients. Et donc qui va aussi se baser sur la capacité à réduire les non-valeurs ajoutées, à travailler sur la réduction des gaspillages, beaucoup plus que d'optimiser une tâche à valeur ajoutée sur un poste qui produit lui-même de la valeur. Dans les démarches de transformation Lean, là où on a beaucoup plus de gains faciles à obtenir, c'est de travailler sur les gaspillages, c'est de réduire les gaspillages et de se recentrer sur la valeur ajoutée. Donc, tout ça en un minimum de temps, puisqu'on va voir que lorsqu'on réduit les tâches à non-valeur ajoutée ou les différentes attentes, déplacements, etc., la vitesse des process s'améliore. Et ça veut dire aussi qu'on va se recentrer sur le juste nécessaire de ressources pour optimiser nos modes de fonctionnement. Donc, ce n'est pas forcément le juste nécessaire de ressources humaines, c'est sur l'ensemble des ressources qu'on va mettre à disposition. Ça peut être effectivement de la matière, des équipements, également peut-être de positionner les bonnes personnes à la bonne place pour faire le juste travail nécessaire. Voilà, donc le recentrage sur une valeur ajoutée et le juste nécessaire des ressources. Donc la démarche de transformation en ligne va entraîner l'entreprise sur ces différentes dimensions, se recentrer sur la valeur ajoutée en un minimum de temps, avec le juste nécessaire de ressources, en activant un certain nombre de leviers. Donc les leviers, ça va être le système de management de l'entreprise, le système de pilotage, la structure managériale, aligner le comportement et les pratiques de pilotage et les optimiser au sein de l'entreprise. Ça va être également sur les process, le fait de centrer les process, les standards de travail sur l'optimisation de la valeur ajoutée, mais aussi le fait d'impliquer les équipes, d'avoir des comportements, des attitudes et une culture qui est tout à fait compatible avec ce que l'on recherche, une culture de l'amélioration continue, une culture de la remise en question permanente sur les process. Et je dirais par rapport à ça, le gros travail va commencer par la ligne managériale, parce qu'on a relativement peu de difficultés à engager les équipes terrain sur des chantiers et des projets Lean. Ça prend un petit peu plus de temps sur la transformation culturelle au niveau de la ligne managériale. Voilà, donc les conditions du succès par rapport à cette démarche de transformation en ligne, c'est effectivement l'implication des équipes, le recentrage sur la valeur ajoutée, et on va voir la connexion par rapport aux enjeux. Une démarche de transformation en ligne qui ne répond pas aux enjeux qu'on a exprimés précédemment, en tout cas en grande partie, va être en parallèle des réalités de l'entreprise et on va fonctionner avec des outils de façon parcellaire et ne répondra pas aux problématiques. Donc, le premier enseignement, c'est une démarche de transformation en ligne qui n'est pas connectée aux enjeux, ne fonctionnera pas. Pourquoi on fait du Lean? Pourquoi on a une démarche d'excellence opérationnelle dans l'entreprise? Là, c'est une vraie question de niveau comité de direction. Voilà. Qu'est-ce que ça peut nous apporter par rapport à nos préoccupations? Donc, les 3 mots-clés, en fait, moi, qui m'intéressent bien, c'est la notion d'agilité dans le Lean. Le Lean permet de gagner en agilité, permet d'aller plus vite, d'être plus souple, de casser les cloisons, de casser aussi les difficultés de communication dans l'entreprise, de gagner en efficience. Voilà. Le moyen de la compétitivité, c'est l'agilité, la mobilisation des équipes et l'efficience au niveau des flux. Donc, il va s'agir en fait de façon relativement simple de regarder dans les flux
l'ensemble des activités et de se poser la question, qu'est-ce qui crée de la valeur ajoutée pour les clients et qu'est-ce qui ne crée pas de la valeur ajoutée. Donc tout à l'heure, je parlais d'efficience. On trouve régulièrement, quand on fait des diagnostics Lean dans les flux, des pourcentages d'efficience qui peuvent varier de 1% à 10%. Voilà. Donc ça veut dire que 10% du temps est consacré dans un flux qui part de la commande du client jusqu'à la livraison client de produits ou de services, à la mise à disposition chez le client. 10% du temps est consacré à créer de la valeur ajoutée. Donc on voit bien le champ et la capacité de progrès qui consiste à dire on va essayer de faire passer de 10% à 20% à 30% d'efficience dans notre flux, donc de réduire ces tâches à non-valeur ajoutée, se concentrer sur ce qui est attendu pour le client. Alors mécaniquement, ça veut dire qu'on ne va pas faire travailler plus vite les équipes, ça veut dire qu'on va travailler dans le process de façon plus fluide et à augmenter la vitesse du processus en supprimant ou en réduisant tout ce qui est inutile. Voilà. Et donc, les chantiers qui vont être menés dans les démarches de transformation en ligne sont des chantiers d'optimisation, mais d'optimisation sur les tâches à non-valeur ajoutée et de recentrage des équipes. Donc, on va se caler sur les 8 gaspillages que vous connaissez probablement. On ne va pas tous les passer en revue. Simplement, le gaspillage qui est souvent le moins utilisé, le moins travaillé, c'est l'intelligence humaine. Alors autant on arrive à travailler sur la réduction de l'attente, les déplacements inutiles, etc., les surstocks en approvisionnement des lignes par exemple, les transports inutiles, etc., ou les tâches, les gestes inutiles dans les process. Mais l'intelligence humaine est le plus gros des gaspillages et souvent sous-évalué. Ça veut dire qu'on a du mal à faire travailler les équipes ensemble. Ça veut dire qu'on a des problèmes de communication dans les entreprises, sur des flux transverses, sur des flux qui impliquent plusieurs fonctions. Là, c'est un des éléments les plus importants et les gains des démarches Lean sont les plus intéressants sur la capacité à faire travailler les équipes transverses ensemble pour optimiser les process sur les autres gaspillages. Voilà, l'intelligence humaine aussi, le gaspillage par rapport à ça, c'est la sous-utilisation de compétences clés, donc la capacité à faire intervenir des équipes pour analyser, proposer des solutions simples, pratiques, avec le bon sens opérationnel, c'est extrêmement riche au sein de ces démarches de transformation. Donc les trois conditions ou les trois principes de base, j'en parlais, je vais aller rapidement là-dessus, l'intelligence collective, on en a parlé, capacité de faire travailler les équipes ensemble, se centrer sur le juste nécessaire et être capable de se remettre en question dans l'entreprise, être capable de changer ses modèles de fonctionnement, de bouger un peu les lignes, d'implanter différemment les flux, et effectivement, cette remise en question, elle doit être permanente parce que la dynamique d'amélioration continue dans les démarches de transformation en ligne est une dynamique régulière et permanente dans l'entreprise. Voilà, il ne suffit pas juste de faire un saut de performance, de passer de 80% de taux de service à 90% et de s'arrêter. Et là, on se rend compte que c'est souvent pire qu'avant, sans avoir mis les cales nécessaires à cette dynamique d'amélioration continue. Voilà, donc en résumé, sur le premier enseignement par rapport à cette introduction sur les enjeux, une démarche de transformation Lean qui n'est pas connectée aux enjeux d'entreprise va échouer et on verra ça comme une boîte à outils et des outils qu'on va sortir de temps en temps. Ça nécessite aussi un alignement managérial. On va voir que ce qui va être important ensuite est le portage managérial de cette démarche, l'implication des différents sponsors et la stratégie de déploiement au sein d'une entreprise. Donc, il y a deux approches qu'on rencontre assez souvent, mais vous allez voir que le mix des deux, c'est que ça fonctionne très bien. On peut avoir une première approche, qui est une approche vraiment descendante top-down, où on commence par l'engagement de la direction, on a un projet qui commence à se peaufiner, à se définir, mais ça prend du temps pour, on va dire, sensibiliser les équipes de direction, sensibiliser les managers. Voilà, ça passe par la hiérarchie, on forme les équipes, et avant de passer à l'action, ça peut prendre quelques mois. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de portage stratégique et de cadrage managérial, ça c'est important, mais
faut passer relativement rapidement à du terrain et à des exemples pratiques de projets et de chantiers cibles, de chantiers projets en fait, qui ont fonctionné, des gains rapides, de l'implication des équipes sur le terrain. Il y a 3 ou 4 projets à gains rapides mis en place dans les 3-4 mois sera une des clés du succès pour ensuite démultiplier la démarche de transformation en ligne. Et évidemment, c'est un ascenseur qui monte et qui descend. C'est une démarche qui est descendante, mais qui est aussi ascendante, donc qui part du terrain et dont les succès remontent au niveau de l'entreprise pour être démultipliés et pour capitaliser sur ces bonnes pratiques. Donc, ce n'est pas ni l'un ni l'autre, c'est la réussite d'une démarche. C'est une approche qui nécessite un cadrage stratégique avec une vision. Pourquoi on fait du lean? Avec un engagement clair des équipes de direction et rapidement des succès rapides sur des chantiers pilotes qui sont mutualisés. L'approche stratégique au niveau du déploiement, je viens d'avoir une coupure Internet, donc Laura va reprendre le relais sur la présentation des slides. Voilà. Donc, l'approche stratégique, on va commencer par voilà, ça revient. Pour cette petite coupure. On va commencer par une analyse stratégique, c'est ce que je disais. Donc, c'est quoi nos enjeux, c'est quoi nos objectifs stratégiques à atteindre. Une des clés importantes dans le fonctionnement de cette démarche, dans le démarrage, c'est le diagnostic de performance. Où sont nos clés de réussite? Où est-ce qu'on a les gains les plus significatifs? Où est-ce qu'on doit s'améliorer pour répondre aux enjeux? Ce n'est pas aussi évident que ça. Il peut y avoir tout un tas d'activités, de flux qui dysfonctionnent. Quelles sont nos priorités d'action? Quelle va être notre feuille de route? C'est le but du diagnostic de performance, de faire ressortir le potentiel d'amélioration dans les entreprises et que ce potentiel d'amélioration soit en lien avec les enjeux et ce que souhaite gagner, obtenir l'entreprise dans les prochaines années. Donc la feuille de route, qui est la conséquence du diagnostic, c'est avoir une vision court terme, moyen terme et long terme, différents chantiers et projets d'amélioration qui vont être portés de façon managériale par des sponsors, qui vont être cadrés ensuite, on va le voir, au travers de formats A3 projets par exemple, pour être rigoureux dans la définition de ces différents chantiers d'amélioration. Donc ensuite, on a des plans d'action qui vont être déclinés dans les différentes directions concernées. Certains plans d'action vont être transverses et portés donc du coup par des équipes transverses, avec des tableaux de bord de pilotage, un tableau de bord de pilotage sur les gains attendus. Donc on va développer ces différents pavés de façon très synthétique et très ciblée pour montrer en quoi est-ce que de l'analyse stratégique au pilotage des gains, on va pouvoir déployer cette démarche de transformation. Donc sur le déploiement stratégique, on parle de Doshin-Kandri. Alors c'est un terme japonisant, mais c'est pas grave. C'est simplement le fait d'avoir cette capacité à transformer la stratégie d'entreprise en action concrète sur le terrain et qu'aux différents niveaux de la ligne managériale, on puisse porter ces chantiers et ces projets. Alors, le Lean est un levier pour atteindre les enjeux stratégiques. Tout le déploiement stratégique n'est pas contenu avec du Lean, c'est clair. Par contre, l'enseignement qui est très important à voir, c'est si les projets Lean ne sont pas intégrés dans les plans de déploiement, dans les plans d'action et dans les projets portés par les différents managers de l'entreprise, et que ce soit uniquement porté par le responsable de Lean, par exemple, c'est voué à l'échec. Voilà, donc pour que ça réussisse, il faut que les managers s'impliquent, portent et s'approprient la feuille de route au travers de plans d'action et que les différents projets, les actions structurées, les chantiers, les actions d'amélioration soient cadrés. On va voir comment, au travers de A3 projets. On va fixer les objectifs, le planning, les gains attendus, l'équipe, etc., etc. Voilà, donc on utilise un outil qui est relativement simple, que vous connaissez peut-être, ça s'appelle la matrice en X. Donc la matrice en X, alors c'est un tableau en fait,
qui va présenter une certaine logique et une certaine dynamique dans la déclinaison des enjeux. Donc on va commencer effectivement dans ce tableau à avoir une réflexion au niveau de l'équipe de direction sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc c'est le premier pavé qui est important. Les objectifs stratégiques, c'est par exemple d'être leader sur notre secteur d'activité, c'est de gagner en part de marché, c'est d'améliorer notre productivité. Donc c'est tous les enjeux qui sont transformés en objectifs un peu plus précis qu'on a vus précédemment. Ensuite, on a des objectifs quantifiés et mesurables. On doit s'améliorer en taux de service, on part de combien, on veut obtenir combien. Si on veut s'améliorer ou gagner des parts de marché, on veut gagner à quelle hauteur. Si on veut améliorer la rentabilité et la productivité, c'est sur quelle est la hauteur de la marge d'escalier. Donc des objectifs quantifiés et mesurables. On va ensuite se poser la question des process qui vont être impactés dans l'entreprise par rapport à ces objectifs stratégiques et donc des différents projets qui peuvent être menés. Ces projets étant eux-mêmes mesurés au travers des indicateurs et des objectifs quantifiés. Hein. Et dans ces projets, évidemment, on va trouver des chantiers, des projets Lean, mais on va trouver aussi d'autres projets, par exemple le développement d'un système d'information. Tout cela étant cohérent et décliné dans cette matrice qui part des objectifs stratégiques, mesurables, avec les projets qui sont contributeurs de ces objectifs stratégiques. Et donc, on a également dans cette matrice les différents rôles et responsabilités qui va être sponsor, qui va être l'animateur de ces différents projets et qui va contribuer à l'atteinte de ces projets. Donc, on a une matrice cadre, de cadrage stratégique, et ensuite, on a cette matrice qui peut être déployée et déclinée sur les différents départements qui vont prendre à leur charge les objectifs stratégiques qui les concernent et faire le même travail de déclinaison des projets à leur niveau. Voilà, donc l'enseignement qui va être important par rapport à ce point, c'est que la transformation Lean fait partie intégrante des différents projets. Les managers s'approprient les processus concernés et se posent la question, comment faire évoluer nos process, quel projet mener suite au diagnostic de transformation qui a été mené pour que nos enjeux soient atteints. Voilà, donc un petit zoom sur la partie diagnostic. Donc les diagnostics de transformation se font en général sur 3 axes, de façon assez synthétique, pour avoir une vision justement sur la capacité de l'entreprise à se centrer sur les besoins du client. Voilà. Donc on va parler de voix du client, on va parler de force, faiblesse, opportunité, menace par rapport au client. On a un deuxième thème qui va porter sur les flux. Donc à quel niveau se situent nos flux en matière de performance, en matière d'efficience. Donc on a différents outils comme les value stream mapping, comme des outils d'analyse de flux un peu plus opérationnels, les analyses de déroulement, mais on a aussi la capacité à identifier les principales sources d'amélioration au niveau de l'optimisation. Voilà, puis le troisième thème du diagnostic, c'est le système de management de pilotage. Quelles sont les pratiques actuelles de pilotage de l'entreprise? Est-ce qu'on a un décalage des torsions entre les différentes mailles de pilotage? Est-ce qu'on a trop d'informations inutilisées? Est-ce que les équipes sont bien mobilisées avec leurs managers sur les indicateurs clés de performance? On fait du management visuel et qu'on aligne bien les différentes réunions, voilà. Ou est-ce qu'en inverse, on a des réunions qui ne servent à rien, des équipes qui ne sont pas mobilisées, trop de données qui sont impossibles à piloter? Tout ça, on va le mettre en évidence parce que ça va être le moteur de notre démarche de transformation, ce système de management de pilotage. Voilà, donc l'objectif du diagnostic, c'est d'identifier les pistes de progrès à court moyen terme et donc d'arriver sur une feuille de route. Donc là, vous avez un exemple. Hein. Donc, quelque chose d'assez synthétique dans un premier temps, où on a les différents chantiers qui vont être planifiés dans le temps, et ensuite des fiches de cadrage qui vont permettre d'être beaucoup plus précis. Et là, c'est une des conditions de réussite sur les équipes, les sponsors, les animateurs, le potentiel de gain associé aux différents chantiers, pour qu'on ne se trompe pas, je dirais, de rythme et qu'on ne se trompe pas aussi de type de sujet à traiter dans le cadre du Lean. Voilà, si c'est des projets qui vont durer 8 mois, un projet ou un chantier Lean va durer 8 mois,
mais pas dans un laps de temps qui, je dirais, pourrait être porté par un chantier Lean, où l'idée est de faire simple mais rapide, donc plutôt en mode Kaizen. Alors certains chantiers peuvent durer un mois, mais quand on est sur un projet qui dure plusieurs mois, voilà, ce n'est pas la vitesse souhaitée par la transformation. Voilà, donc besoin d'avoir une feuille de cadrage, une feuille de route, et ensuite de transformer ça en différents chantiers opérationnels. Donc, l'enseignement issu de cette partie-là, c'est qu'une démarche Lean de transformation Lean réussira si les différents managers et sponsors s'approprient les chantiers et soient les porteurs de la dynamique d'amélioration continue et des projets qui viennent dans le cadre de cette transformation. Voilà, nous allons voir maintenant les différentes étapes du déploiement et les acteurs clés. Là aussi, c'est inspiré d'années de mise en place, d'accompagnement de grands groupes et de PME également, dans le cadre de leur démarche de transformation en ligne. Voilà, donc on va voir, il y a généralement 3 grandes phases dans ces démarches-là. Alors une première phase qui est le cadrage et l'initialisation, qui peut prendre de 1 mois à 2 mois, on va dire. Et puis pour certains, il faut passer un petit peu de temps, mais donc l'idée c'est d'aligner l'équipe de direction, c'est de faire ce fameux diagnostic de transformation ligne ou d'excellence opérationnelle. C'est également d'avoir des sponsors, mais que les sponsors soient au courant et portent le leadership nécessaire en termes d'exemplarité sur la démarche, et d'identifier alors un réseau d'amélioration continue, plutôt de compétences, méthodes, qui sont en général des personnes dans les différentes entités, mais qui peuvent être aussi des managers. Donc première phase de cadrage. Deuxième phase qui est la mise en œuvre opérationnelle. Donc là on va aller vite sur des chantiers pilotes suite au diagnostic pour montrer l'exemple et les réussites. Rentrer dans une logique aussi de formation-action des équipes, donc soit des équipes relais mais également des managers, pour leur mettre en main les clés du succès du pilotage de la performance au niveau de leurs équipes. Et puis travailler sur des standards, des boîtes à outils standards, alors soit sur des outils de ligne, mais progressivement travailler sur des standards de production qu'on arrive à capitaliser par rapport aux bonnes pratiques qui sont générées par la mise en œuvre des chantiers. Voilà, puis la troisième phase, c'est qu'une fois que les pilotes ont bien fonctionné, donc on s'assure d'abord que le choix des pilotes sera gage de succès, donc avec des gains relativement faciles dans le temps, avec des équipes qui sont mobilisées là-dessus, une capacité à se remettre en question. Voilà, donc se donner les chances que ça fonctionne et ne pas aller sur des choses très compliquées où on a des risques importants d'échec. Donc une fois que cette phase de chantier pilote est passée, on va pouvoir essaimer, on va pouvoir capitaliser et déployer et généraliser cette démarche sur l'ensemble de l'entreprise. Et donc là, on va rentrer dans une logique de culture d'amélioration continue, d'implication des managers de proximité avec leurs équipes pour animer et piloter la performance sur le terrain. Et donc, on passe progressivement à un mode chantier, à un mode projet, à quelque chose qui devient continu. On va mettre en place les bons réflexes de résolution de problèmes sur le terrain, de pilotage en temps réel de la performance, savoir si on est pas tout au long de la journée aux objectifs souhaités et mobiliser les équipes sur l'atteinte de ces objectifs. Voilà, donc cette troisième étape, c'est là où on installe la culture et la démarche d'amélioration continue, cette fameuse dynamique d'amélioration continue, qui va permettre de passer d'un mode chantier à un mode de transformation durable dans l'entreprise. Donc je passe sur les objectifs de ces 3 phases que je viens d'aborder. L'enseignement là qui est important pour que votre démarche de transformation réussisse, il faut qu'elle soit d'abord cadrée, structurée, pilotée, mais qu'elle soit progressive. Aller trop vite, c'est risquer aussi, entre guillemets, de se prendre le mur. C'est risquer aussi de mettre trop de pression au niveau des équipes. Il faut qu'il y ait une progressivité, mais que dans cette progressivité, on ait de la vitesse dans la mise en œuvre de chantiers de pilote. Si ça dure trop longtemps, les équipes ne verront pas les effets. Il faut que les chantiers soient de court terme, 15 jours. Voilà, et en 15 jours, ça peut être même 5 jours.
on obtient des résultats, on transforme les pratiques, on transforme les habitudes et on apporte aussi par rapport aux équipes des changements tout à fait positifs sur leurs conditions de travail. On implique réellement ces équipes-là dans les chantiers opérationnels et les bonnes solutions viennent des équipes. Donc ils vont être ensuite les principaux promoteurs du déploiement de la démarche de transformation. Donc ça passe aussi par de l'accompagnement du changement. Donc on parlait effectivement de pilotage dans le cadre d'une feuille de route structurée, mais l'accompagnement du changement va être extrêmement important. Donc ça passe par de la formation, par de la communication, par de la sensibilisation, par de l'implication effectivement, hein, terrain, j'en parlais. Il est souvent nécessaire d'avoir un comité de pilotage. Alors ce n'est pas forcément quelque chose qui est créé de façon ad hoc, mais ça peut être un comité de direction qui va prendre en charge le pilotage régulier de la démarche. Ça peut être un des points abordés dans le cadre du comité de direction, où chaque membre du CODIR va venir aussi faire le point sur l'avancement de la démarche de transformation. Voilà, l'autre clé de réussite dans ce pilotage, c'est le pilotage de l'avancement et des gains. C'est important qu'on soit au rendez-vous par rapport au planning qui a été fixé, et en tout cas, s'il y a des dérapages, de les voir, de les mettre en évidence et de comprendre les causes et de réagir par rapport à ça. Donc là, on est sur des modalités de pilotage relativement classiques. Mais dans ce comité de pilotage, on peut avoir effectivement le responsable de transformation en ligne ou le responsable d'excellence opérationnelle. On a aussi des managers, on a l'équipe support en ligne qui vont être vigilantes sur la capacité à tenir le planning, mais également à remonter les gains et à capitaliser sur les gains pour que par rapport aux enjeux qui avaient été identifiés au départ, on soit cohérent et on soit en capacité de présenter des résultats. Pardon. Donc il ne faut pas s'attendre effectivement sur la première année à avoir des gains faramineux. On se rend compte que ça nécessite un certain investissement, mais que cet accompagnement du changement va commencer à produire des résultats significatifs en matière de gains la deuxième année, quand on aura une démultiplication et de plus en plus d'équipes qui sont impliquées dans les différents chantiers d'entreprise, et que la dimension passe de l'opérationnel, donc de production, mais également sur des flux de services support, des activités de service, où le déploiement dans toute l'entreprise va être générateur de gains démultipliés. Alors, donc le cadrage et la structuration des chantiers, c'est un point aussi important. On est là sur le fait d'avoir un chantier d'optimisation des délais sur tel ou tel produit, par exemple, ou d'amélioration de la productivité. Donc ça veut dire que ça doit suivre, ce chantier-là doit être structuré. Alors, on utilise souvent les 5 phases du DMAIC, définir, mesurer, analyser, innover et contrôler. Ça va réellement, ces 5 phases vont réellement structurer l'avancement. Ça pouvant se faire de façon concentrée sur quelques jours et peut prendre également un mois dans le déploiement de ces différentes phases. Voilà, la définition, c'est le cadrage. Qu'est-ce qu'on va gagner? La mesure, c'est la situation actuelle. D'où on part, c'est quoi nos principaux résultats en termes de performance sur nos activités. L'analyse, c'est l'identification des causes racines, qui sont les principaux types de gaspillage, les principales variabilités qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Donc l'innovation, c'est qu'une fois qu'on a identifié les causes de non-performance, on va travailler sur les pistes de solutions avec les équipes, tout cela étant très participatif, évidemment, avec les équipes, ces solutions traitant les causes racines. On analyse également la capacité des solutions à générer des gains, et ensuite on les met en place, et on met les cales nécessaires en matière de contrôle, et les cales sont souvent les standards et les rituels de management et les rituels de pilotage permettant de générer des gains durables après le chantier. Voilà, donc simplement un petit zoom sur la partie gains des chantiers. Alors c'est souvent des sujets qui reviennent et des difficultés. En fait, on se rend compte, c'est remonter l'information, j'ai mené des chantiers, mais je ne sais pas combien j'ai gagné, j'ai eu du mal à mesurer. Alors on a l'impression, on a la perception que ça a progressé,
mais je suis incapable de dire combien j'ai gagné parce que je n'ai pas effectivement mesuré. Voilà. Donc, ce qui va être important sur les 3 phases clés de notre chantier, là, ça va être sur le cadrage préalable. Est-ce qu'il y a des potentiels de gains? Ça, c'est une première étape. Ensuite, dans la partie de mesure, il n'y a pas d'abord de progrès sans mesure. Ça, c'est une maxime qui est extrêmement importante dans l'amélioration continue. Donc, si on veut être capable de montrer qu'on a progressé, il faut être capable aussi de mesurer la situation actuelle. D'où on part. Voilà, donc l'évaluation de la situation et des gains potentiels va être un point important. Et ensuite, la confirmation des gains, une fois qu'on a mis en place ces solutions, il faut être capable de mesurer, de montrer l'évolution, alors avec des courbes ou avec le avant-après. On est parti sur une productivité de 6 et on est arrivé à une productivité de 8. Et en même temps, on a amélioré notre taux de service, on a amélioré aussi les conditions de travail et la sérénité des équipes. Voilà. Mais de combien? Tout ça étant d'un point important qui est la mesure de départ de notre situation pour qu'on soit capable de faire un avant. Voilà, donc les axes de mesure des gains se calent sur les 4 thématiques clés qui sont la sécurité, la qualité, les délais et les coûts. C'est important de mesurer en matière de sécurité ou de sérénité ou de conditions de travail la situation actuelle. Idem sur la qualité par rapport non-qualité de produit pour le client, à la capacité aussi à tenir ou pas les délais. Et l'aspect financier des gains sera souvent la résultante des 3 premiers. L'amélioration de la productivité passe aussi beaucoup par la capacité à faire bon du premier coup, à avoir des équipes impliquées avec de bonnes conditions de travail et à tenir les délais. Tout ça est un générateur de gains de productivité derrière. Donc sur les équipes et les responsabilités dans cette démarche Lean, donc on a la ligne managériale, on en a parlé, les sponsors porteurs de l'autorité qui allouent les ressources sur les chantiers, qui s'assurent de l'atteinte des gains et qui valident l'opportunité des chantiers des projets Lean, la ligne managériale qui va assurer le pilotage de la performance avec les équipes, qui va avoir un rôle d'allouer aussi les ressources terrain, mais également de porter les solutions, de participer certaines fois au chantier. Moi, j'ai vu dernièrement un directeur d'usine travailler sur un chantier d'amélioration au niveau de l'entrepôt, balayer, nettoyer, trier avec ses équipes et puis faire du marquage au sol. Il a enlevé le costume et il a mis le bleu de travail. Donc, cette implication de la ligne managériale est indispensable et c'est une des clés du succès des démarches de transfert. Alors, on peut passer aussi, et c'est souvent là un point important, par des relais, méthodes, en partant du black belt qui va plutôt être là pour coordonner la démarche au niveau de la direction de son entité, mais qui va mener aussi des projets complexes, à des green belts qui sont des animateurs de chantiers d'amélioration, et à des yellow belts qui sont des personnes sur le terrain qui animent régulièrement des résolutions de problèmes. Les managers peuvent être effectivement des yellow belts par rapport à leur capacité à mener des actions d'amélioration continue avec leurs équipes. Voilà, donc les managers, c'est une des conditions de réussite, c'est effectivement, ça passe par les managers, et c'est souvent là où ça peut bloquer, où il peut y avoir des résistances, parce que l'impression d'avoir une perte de pouvoir, si on implique les équipes dans les solutions, ça peut effectivement poser quelques états d'âme auprès des managers. Alors ces résistances sont généralement assez rapidement levées. Pourquoi c'est important d'embarquer les managers dès le départ et de transformer culturellement leur mode de fonctionnement avec leurs équipes? C'est tout simplement parce que les équipes font ce qui intéresse le chef. Voilà. Si le chef n'est pas impliqué, concerné et ne montre pas l'exemple, les équipes ne vont pas suivre derrière. Pourquoi aussi c'est important? Parce que le chef a besoin d'apprendre. Et cette capacité aussi à se remettre en question au niveau d'un chef d'équipe jusqu'au patron d'usine, ça va être important. Est-ce qu'on mobilise bien les équipes? Est-ce qu'on pilote bien? Est-ce qu'on a une vision claire de notre perf en temps réel? Est-ce qu'on est capable de se recentrer sur les indicateurs importants qui mesurent la vraie performance de nos activités? Tout ça avec du visuel, tout ça avec des briefs courts de 5 minutes et avec une cascade de pilotage très réactive et très dynamique dans une capacité d'anticipation
aussi éviter d'éteindre des incendies toute la journée. Donc la capacité à développer ces compétences managériales avec les équipes va être aussi un point important dans les démarches de transformation. L'idée, c'est de maîtriser son territoire avec des outils simples comme le 5S, les standards. C'est de réduire aussi ces gaspillages et de recentrer ses équipes sur la valeur ajoutée. Et là, les gaspillages, c'est des points importants en termes d'appropriation des managers, pour qu'ils soient attentifs à ces points-là. La capacité à piloter la perte, de faire l'animation intervalle court et de mobiliser et d'impliquer leurs équipes va être au cœur des missions des managers dans la démarche de transformation. Et on passe souvent par des formations de quelques jours avec de l'accompagnement et du coaching pour réussir à faire évoluer les... Voilà, donc l'enseignement clé sur cette partie-là, ça va être effectivement la capacité d'embarquer les managers sur une démarche structurée, progressive, génératrice de gains et qui, on va dire, embarque l'entreprise dans une transformation culturelle avec des chantiers et des projets pilotes qui montrent l'exemple avec une forte implication de l'équipe. Voilà, donc on était sur un schéma de déploiement relativement classique, mais qui reste vrai moyennant adaptation dans beaucoup d'entreprises qu'on accompagne. On va voir qu'une des clés de réussite, c'est aussi qu'il souligne, je dirais, toutes les différentes dimensions. Que ce soit au niveau du développement, ou que ce soit des projets, que ce soit l'innovation, le Lean peut apporter énormément d'éléments. On va voir aussi que les entreprises 4.0, ça fait plusieurs années que ces grands projets stratégiques se développent et occupent beaucoup les comités de direction. Est-ce qu'on peut parler de Lean digital? Ben oui, évidemment. Et puis on va voir que le fait de réconcilier la finance avec le Lean, ça a aussi un intérêt tout à fait intéressant dans des démarches de transformation durable. Alors on va commencer par parler de Lean et de digital. Le sujet est d'importance. Les enjeux en termes de digitalisation sont bien compris aujourd'hui par les entreprises. Par contre, la capacité à transformer ces enjeux, c'est pas aussi évident. Il peut y avoir de la résistance. Voilà, donc les enjeux très rapidement, c'est tout simplement aller plus vite par du digital, par passer de solutions qui sont quelquefois, qui sont papier, qui sont de la ressaisie de données, etc., avec des outils digitalisés qui permettent de faire gagner du temps et de supprimer des tâches à non-valeur ajoutée. Donc ça permet aussi de réduire les coûts. C'est consacrer moins de temps à saisir des données, à fiabiliser ces données, c'est générateur de gains aussi et de coûts. Tout ça permettant d'accroître la rentabilité des entreprises. Donc, en quoi est-ce que ça intéresse le Lean? On se rend compte que dans le Lean, on parle de pilotage, on parle de standards, on parle de formation, points clés, etc. Alors les standards, le souci, c'est qu'il faut les actualiser. Le pilotage, il faut récupérer les données, il faut saisir des données. Donc on peut les saisir sur des tableaux Excel, on peut avoir des erreurs de saisie, c'est souvent consolidé ensuite dans d'autres supports. Voilà, et puis les standards, il faut les actualiser, le format papier, c'est pas évident. Donc digitaliser, avoir des outils qui permettent de capter des informations en temps réel et d'apporter des solutions sous la forme de tablettes numériques, par exemple, c'est réellement intéressant. L'implication là aussi des équipes va être importante parce que le changement culturel peut être important et il peut y avoir quelques résistances, mais c'est souvent une des clés du succès. Donc, ça fait quelques années qu'on travaille, enfin, ça fait 2-3 ans qu'on travaille avec une entreprise qui s'appelle Usitab, qui apporte des solutions de digitalisation, alors permettant de standardiser sous format digital les bonnes pratiques, les modes opératoires et les instructions. Donc c'est de la dématérialisation. Donc du coup, les préoccupations liées à l'actualisation, à la prise en compte d'exigences spécifiques du client dans les standards, on a du mal à être agile par rapport à ça. Avec des solutions digitales et des tablettes numériques, on arrive à avoir des standards qui sont mis à jour en temps réel, qui permettent d'avoir réellement de la mobilité, de la fiabilité aussi dans le traitement de data, parce que les données sont collectées en temps réel au niveau des équipements, et ça permet aussi d'avoir un suivi de la performance, la maîtrise statistique des procédés en temps réel. Voilà, donc ça c'est important.
Juste une petite image pour le avant-après. Donc, on peut faire des standards en prenant des photos, pourquoi pas en faisant des dessins, en écrivant des textes, etc., qu'il faut ensuite retraiter, qu'il faut ensuite ressaisir, voilà, mettre en forme, valider et remettre à disposition sur les postes de travail. Effectivement, avec des tablettes numériques qui permettent de traduire tout ça en format Word, Excel, etc., on peut prendre des photos, écrire directement sur la tablette le texte, tout ça étant fait en temps réel avec les équipes, avec les opérateurs, valider aussi très simplement et mise à disposition sur du numérique auprès des équipes terrain. Donc ça marche très bien aussi sur la récupération de données, la fiabilisation des données, plutôt que de faire des contrôles sur les postes, inscrire les résultats des contrôles dans des tableaux Excel, et souvent des agences métriques qui le font, ressaisir et consolider ces données. Là, on a directement des données qui sont collectées, qui sont connectées et qui permettent du coup de gagner du temps et de fiabiliser le travail. Voilà, donc c'est quelques exemples de capacité du Lean à intégrer le digital qui se développe bien dans pas mal d'entreprises aujourd'hui. C'est une vraie réflexion que vous devez avoir pour non seulement au-delà de ce qu'est le Lean, c'est-à-dire la chasse au gaspillage, c'est faire du Lean sur la démarche Lean. C'est-à-dire trouver des méthodologies, des outils digitaux permettant d'optimiser le contenu de votre démarche Lean. Donc notamment sur le standard de pilotage en temps réel et la formation des équipes facilitée. Voilà, autre point d'axe de développement justement dans le Lean, c'est le Lean développement. Donc là, on parle de projet, on parle de gestion de projet, on parle de capacité à sortir des produits rapidement, dans les délais bons du premier coup. On se rend compte qu'on a souvent des difficultés en termes de gestion de projet, des difficultés en matière de fiabilité de ce qui sort de nos projets, pardon, excusez-moi, de capacité à tenir les délais, à optimiser les coûts, ou les conséquences, alors c'est pas du systématique, mais ça revient quand même pas mal dans les entreprises campagnes. On explose les délais, on a du retravail, on a du mal à industrialiser, on a des pertes de temps. Voilà, et puis on a des budgets qui explosent en finale et on n'est pas au rendez-vous par rapport aux échéances en matière d'innovation qui sont prévues et on crée de l'insatisfaction client. Donc les enjeux en matière de Lean développement, c'est d'utiliser les pratiques, les principes du Lean au service de la gestion de projet et des projets de développement de nouveaux produits. Donc, on a quelques axes de travail qui sont aussi très vrais pour le Lean développement. Donc, un produit ou un projet qui n'est pas calé sur des attentes clients et qui évolue dans le temps, mais sans se connecter aux attentes clients, il est voué à l'échec. Donc, un premier point, c'est de recentrer sur votre projet, sur les attentes du client, et s'assurer de façon assez dynamique et à un rythme régulier qu'on n'a pas dévié de ce qui était important pour les clients, mais aussi que les attentes des clients n'ont pas évolué. Un autre point, c'est de simplifier le process. On est sur des flux de gestion de projet. Vous n'avez pas qu'un seul projet à piloter. On a souvent dans le pipe de projet, 60 à 80 projets à piloter. Voilà, tout ça étant généré par des flux. Imaginer le process comme un flux, c'est déjà le mettre à plat avec les équipes et c'est identifier les différents dysfonctionnements, points de blocage. Donc l'enjeu là, c'est de simplifier, de clarifier le flux, de clarifier les rôles et responsabilités dans la gestion de projet, mais on va voir aussi de créer de véritables standards qui soient simples, visuels, accessibles, pour industrialiser le flux de gestion de projet avec une vision Lean, c'est-à-dire en supprimant les gaspillages, les attentes, les problèmes de communication. Justement, en matière de communication, le troisième enjeu clé, c'est souvent qu'on a du mal à communiquer, à partager sur les projets. On a des réunions avec des contributeurs différents, on remet en question souvent ce qui a été fait dans la phase précédente. Donc là, l'enjeu, il est simple, c'est de réunir ce qu'on appelle une OBA Room, qui peut être physique ou virtuelle. C'est une salle la grande salle en japonais, salle de pilotage des projets, où on se retrouve les différents contributeurs à des moments réguliers, ça peut être une fois par semaine, ou selon des projets qui sont très courts, ça peut être aussi une fois par jour, mais c'est de se retrouver dans cette salle où on a de la visibilité sur les objectifs du projet, les enjeux, les attentes du client, le macro-planning des projets,
l'avancement, les différentes tâches à faire par les uns et les autres, et on est dans du pilotage commun pour partager les situations, l'avancement, apprendre aussi des dérives qui peuvent arriver dans le projet et agir ensemble, c'est-à-dire avoir une to-do list des actions à mener la semaine suivante. Donc le dernier enjeu, c'est de faire bon du premier coup. Dans les projets, là, on a des outils d'analyse de risque et la création de standards permettent également de fiabiliser la conception dans les projets. Voilà, dernier point très rapidement, on parle de lean accounting. Donc en synthèse, l'objectif du lean accounting, c'est de réconcilier la vision financière d'un côté, les comptes des résultats, et de l'autre côté, la vision du lean demande aussi à avoir de la valorisation des pertes, de la valorisation des non-valeurs ajoutées. Comment quantifier et valoriser les gains dans les démarches lean? D'un côté, on a des comptes de résultats qui ne sont pas tout à fait en phase. Donc, l'idée du lean accounting, c'est de réconcilier la vision financière d'un côté et la vision lean de l'autre. Je vais vous montrer juste un petit exemple où on est souvent effectivement à comptabiliser les pertes dans les chantiers. On a des coûts à valeur ajoutée et puis on a de vraies pertes issues, par exemple, des matières premières, des pertes matières, mais des pertes de non-valeur ajoutée dans les process. Donc, comment transformer ça dans les comptes de résultats? On va le voir juste après. Donc, le graphique est un peu complexe, mais vous allez voir, c'est très simple. On a le premier schéma, c'est la comptabilité classique, où on a la séparation entre les coûts directs et les coûts indirects. Tout ça ne nous faisant pas du tout apparaître la notion de perte ou de non-valeur ajoutée. L'idée, c'est d'avoir des indicateurs terrain qui permettent de faire remonter au niveau des comptes de résultats cette vision sur les pertes matières et les pertes de rendement du processus pour qu'on l'intègre avec peu d'indicateurs parlant pour les opérationnels, mais également les financiers. On intègre dans une vision consolidée des comptes de résultats les pertes matières et les pertes de rendement du processus. Tout ça va être important d'arriver à générer ce type de structure financière en lien avec la vision opérationnelle pour que dans une famille de produits, on ait les coûts directs d'un côté, mais qu'on n'ait pas simplement la vision coût global, qu'on ait aussi la vision rendement, qualité et perte matière sur cette famille de produits. Voilà. Cela permet de prendre des décisions éclairées, objectivées, non pas seulement avec une approche coût globale, mais avec une action, avec une vision aussi sur les pertes de rendement et les pertes matières du process pour les équipes de management. Donc c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Il n'y a pas aujourd'hui de littérature en français sur ce thème, le lean accounting, mais clairement ça va être une des clés du succès durable dans les prochaines années au sein des entreprises. Voilà, on va aller directement sur les enseignements en synthèse. On va passer aux questions-réponses. Voilà, pour résumer cette conférence, et je vous remercie de votre écoute, on a identifié 6 enseignements clés. Pour qu'une démarche de transformation lean réussisse, il faut qu'elle soit câblée sur les enjeux stratégiques de l'entreprise. C'est-à-dire que la démarche de transformation puisse permettre de répondre en partie aux enjeux de l'entreprise. Et du coup, qu'elle soit portée par la ligne managériale et qu'elle soit un levier pour atteindre toute partie de ces enjeux. Le troisième enseignement, c'est que la démarche va réussir si elle est structurée, progressive et mobilisatrice. Elle parle au cœur des équipes, elle parle au cœur des managers, qu'elle réponde à leurs préoccupations. Le quatrième enseignement, c'est qu'effectivement, si on n'a pas de gain sur les axes sécurité, qualité, délai, coût, ça va être compliqué, donc il faut capitaliser les résultats, les consolider et accompagner les équipes dans les changements nécessaires en matière de communication, de formation, de sensibilité. Le cinquième enseignement, c'est une démarche sera réussie si vous réussissez à capitaliser sur les bonnes pratiques, à faire du benchmark pour éviter de recommencer et de remettre l'ouvrage à chaque fois sur le terrain. Et donc, partager les bonnes pratiques, faire profiter des chantiers Kaizen, des chantiers d'amélioration, les autres activités, les autres sites, c'est tout à fait intéressant pour gagner du temps. Et puis enfin, elle marchera, cette démarche, si vous arrivez à étendre la culture lean à tous les niveaux et que sur le terrain, on ait le lean thinking qui fonctionne
la capacité des équipes à se remettre en question, à créer de la valeur ajoutée, à résoudre leurs problèmes aux différents niveaux, que les managers soient les principaux porteurs de la démarche de transformation en ligne, avec une capacité à intégrer aussi le digital pour simplifier les différentes approches et méthodes. Voilà, je vous remercie. Pour rappel, on a un parcours de formation Pilote Lean, 4 modules. On a des modules Yellow Belt sur 3 jours, la continuité sur le Green Belt sur 3 jours complémentaires, donc Green Belt c'est 6 jours. On a ensuite la continuité en matière de parcours Black Belt, on a 3 jours et 3 jours en complément, où l'idée c'est de passer d'animateur de terrain sur progressivement l'animateur de chantier de performance et des pilotes de la démarche Lean dans des parcours qui au global font 12 jours. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Ce parcours-là faisant l'objet de certification de compétences. On a des QCM qui valident le savoir, mais également à démontrer la mise en pratique au travers de savoir-faire et de chantiers et projets qui ont été menés avec succès dans le cadre d'un rapport personnel à mener. Voilà, donc place aux questions. Je te remercie Jean-Christophe. Donc je te laisse répondre à la première. Est-ce que la démarche Lean s'applique à tout type d'activité? Oui, alors la réponse est oui. On a aujourd'hui, à titre d'exemple, autant des entreprises de services, assurance, banque, finance, des petites PME. XL est un organisme de formation et on a un démarche Lean depuis des années. Le service public rentre bien aussi dans les démarches de transformation Lean, alors avec quelques résistance au changement, mais on a de vrais succès néanmoins. Puis ça s'adresse évidemment aux entreprises industrielles, donc secteur de l'automobile, aéronautique, voilà, des industries d'assemblage, et puis aussi des industries de la mode, du luxe. Voilà. Toutes ces activités sont impliquées dans ces démarches. Les principes sont les principes de base, sont des principes fondamentaux. À partir du moment où on a des clients, où on a une activité, où on a des équipes, on peut optimiser, on peut faire du bien. Merci. Et du coup, étant donné que le sujet de cette conférence était sur les clés de réussite, on peut peut-être revenir du coup sur les causes fréquentes d'échec d'une démarche Lean. Oui, tout à fait. Alors, donc il y a pour moi quelques causes clés d'échec en fait. Si vous voulez louper une démarche Lean, il faut la voir comme étant un ensemble d'outils et de fonctionner avec l'approche outil uniquement. On va faire du 5S à cet endroit-là. On va faire de l'analyse de flux à cet endroit-là. Oui, mais pourquoi faire? Donc, les outils dans la démarche Lean, c'est vraiment secondaire, c'est plus une démarche culturelle. Donc, une des premières causes d'échec, c'est de voir simplement un ensemble d'outils sans mettre de finalité et d'enjeu derrière l'utilisation de ces outils. La deuxième cause d'échec, c'est ne pas impliquer la ligne managériale et les équipes de terrain. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette présentation, mais c'est vrai que faire du Lean en salle et imposer des solutions, ça ne fonctionne pas. Mais en même temps, ne pas considérer les équipes, il y a un aspect comportemental sur le respect à apporter au niveau des individus. Là aussi, ça peut être des échecs. La troisième cause d'échec, c'est de vouloir aller trop vite avec le Lean. Ou trop tardivement. On a des entreprises qui sont en situation financière très difficile et qui engagent une démarche Lean en espérant effectivement obtenir des gains extrêmement rapidement. Voilà, il y a l'aspect culturel qui est important dans le Lean et ça prend un petit peu de temps. Donc il faut donner le temps au temps, avoir des résultats rapides, mais ne pas vouloir aller trop vite. Et malheureusement, il y a des fois pour certaines entreprises, c'est trop tard. Les résultats financiers depuis des années sont dégradés. Et si on n'a pas 2 ans devant soi pour obtenir des résultats, on risque d'être voué à l'échec, malgré tous les bons enseignements d'une démarche Lean réussie. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. On va conclure sur cette question. J'avais un petit slide sur les prochaines dates. Bon voilà, vous les voyez, je ne vais pas m'attarder dessus, mais donc on fait flux tiré, le DDMRP le mois prochain. Et après on revient sur un peu de Lean Six Sigma et du Lean Office en mai.
En tout cas, merci beaucoup Jean-Christophe. C'était très complet, je pense, comme présentation. Même si on n'a pas eu trop de temps pour les questions, je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments de réponse. En tout cas, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Vous avez été vraiment nombreux sur ce sujet. Donc merci à tous. Et puis, il est temps de se dire au revoir et bon appétit. Et à bientôt pour une prochaine conférence. Merci à tous. Bon après-midi. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.